RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information dans l'actualité. L'heure du verdict historique de Joseph Kabila a sonné. C'est ce vendredi 12 septembre 2025 que la Haute Cour militaire s'apprêtera à écrire l'une des pages judiciaires les plus lourdes de l'histoire de la RDC. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et sénateur à vie, attend que la justice se prononce sur son sort. Face à lui, l'auditeur général, une coalition des partis civils, l'État congolais, 3 provinces meurtries, mais aussi plusieurs organisations non gouvernementales ont requis la peine capitale contre Joseph Kabila. Plusieurs accusations contre lui, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide volontaire, trahison, viol, torture et déportation. Et en rapport avec la situation sécuritaire à Uvira, dans la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, conduit une forte délégation gouvernementale dans cette partie de la République afin de réconforter la population, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans ce coin du pays qui a connu des journées de turbulences, des vives tensions, mais aussi des journées villes mortes récemment décrétées par la société civile et les forces vives. À son arrivée ce jeudi, le patron de la territoriale a présidé une réunion du Conseil de sécurité. Question d'avoir un aperçu général sur le plan sécuritaire. Inhumation le mercredi des civils tués dans l'agglomération de Ntoyo, non loin de Manguridi Jipa, à Butembo, Nord Kivu. Ces civils inhumés 24 heures après avoir été tués par les rebelles ADF affiliés au mouvement terroriste État islamique. Les responsables de l'opération Sukola 1 et Front Nord des forces armées de la RDC qui ont assisté à cet événement ont tenu à rassurer la population sur la sécurisation de ces secteurs après le massacre. On fait le point dans ce reportage que nous propose Clarisse Koko Kapalai. C'est la Croix-Rouge du Nord Kivu qui a été chargée d'inhumer les civils tués à Ntoyo, près de Manguri-Jipa, à environ 100 km à l'ouest de la ville de Butembo, au Nord Kivu. Ils ont été tués par les forces démocratiques alliées ADF selon les autorités locales. Ces groupes affiliés à l'État islamique ont attaqué cette population à la machette, faisant plusieurs dizaines de victimes. La population a déploré cette grande perte dans sa communauté. Nous avons perdu des membres de notre famille à cause du massacre qui continue de nous bouleverser dans les territoires des Lubero. Que ce soit en prière ou en pensée, nous sommes parmi les familles qui ont perdu les leurs et c'est pourquoi nous les avons ramenés ici aujourd'hui. L'armée congolaise, à travers l'opération Sokola 1 Grand Nord et Infra Nord, s'est déployée dans la zone pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette localité. Nous sommes ici accompagnés du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord qui est venu personnellement pour s'enquérir de la situation. Et étant arrivé ici, il a pris des dispositions nécessaires. Pourquoi? Parce que ces terroristes ont tant fait pleurer la population de notre contrée et il est temps de venger nos morts. Et le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord qui est arrivé ici accompagné d'une délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu s'est décidé de mettre plusieurs mécanismes en place pour mettre cet ennemi hors d'état de nuire. Ces personnes inhumées ces jours ont été la cible des terroristes ADF lors d'une cérémonie funéraire en soirée. Ces assaillants ont également blessé d'autres personnes et incendié les maisons. Des retours à Kinshasa à quelques jours de la rentrée parlementaire placée sous les signes de l'apaisement
et de la cohésion, le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président Vital Kamerhe multiplie des réunions avec comme objectif harmoniser les priorités afin de garantir une session sereine. Et pour cette première journée, le bureau a rencontré les élus du Grand Katanga, Grand Équateur et Grand Bandundu. Suivez le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jack Njoli. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a dirigé mercredi une importante réunion consacrée à la restitution de la mission technique du Fonds monétaire international en RDC, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine mission de revue du FMI prévue pour le mois d'octobre prochain, qui va porter sur l'évaluation des engagements contenus dans le programme économique validé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Au cours de cette rencontre, le FMI a salué la résilience de l'économie congolaise dans un contexte d'incertitude et les défis internes auxquels le pays doit faire face. Le détail dans ce reportage. Suivez. La rencontre entre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et la délégation du Fonds monétaire international s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine mission de revue du FMI prévue pour le mois d'octobre. Celle-ci portera sur l'évaluation des engagements contenus dans les programmes économiques validés par le conseil d'administration du FMI, comme l'explique le chef de mission Kalix Aokposi. Donc nous sommes venus faire le point avec Madame la ministre, la première ministre, de l'évolution, de la mise en œuvre du programme. En particulier, faire le point sur la situation économique qui demeure résiliente avec la croissance qui serait autour de 5,5% cette année, l'inflation qui continue de baisser et devrait demeurer en dessous de 8% cette année. Il y a moins de 2 ans, on était pratiquement 25% d'inflation, donc maintenant ça a baissé substantiellement. Cela dit, il y a d'autres défis à relever, surtout au regard de la situation sécuritaire qui pèse énormément sur le budget. Au cours de cette rencontre, le FMI a salué la résilience de l'économie congolaise malgré un contexte international incertain et les défis internes auxquels le pays doit faire face. Cette amélioration traduit l'impact des réformes mises en place par le gouvernement pour stabiliser les cadres macroéconomiques tout en soutenant la relance de la production et la maîtrise des prix. Malgré ces progrès, le FMI et le gouvernement congolais reconnaissent que d'importants défis subsistent, notamment dans la gestion des finances publiques. La réunion d'octobre permettra d'évaluer en profondeur l'état d'avancement du programme économique conclu entre la République démocratique du Congo et le FMI. Cette étape sera décisive pour la poursuite du partenariat et l'accès du pays à de nouveaux financements visant à soutenir la croissance et la stabilité budgétaire.
Et puis sachez que la République démocratique du Congo possède désormais d'une logette intelligente du courant électrique. L'appareil a été présenté à la première ministre Judith Suminwa par son inventrice Priska Makila, accompagnée par une délégation de la Fondation Femmes Sciences et Technologies, Engineering et Maths. Cette machine, qui sera disponible dès le 18 septembre prochain, aura comme première mission de mettre fin au phénomène délestage. C'est un reportage signé David Fidel Zolo-Kubanza. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à la délégation de la Fondation Femmes et Sciences, Technologies, Engineering et Maths. Au cours de cette rencontre, cette plateforme qui met en lumière les génies créateurs des femmes et des jeunes filles œuvrant dans les secteurs des sciences, technologies, engineering et maths a présenté à leur hôte des marques la logette intelligente inventée par Priska Makila. Dans sa restitution, Clarisse Falanga, présidente de la dite fondation, a remercié la chef du gouvernement pour son accompagnement en faveur de la femme dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, car ces secteurs sont parsemés de stéréotypes, mythes, marginalisation et toutes les pressions sociétales qui inhibent l'intelligence de la femme. En fait, la Fondation Femmes et STEM est cette meilleure plateforme d'accompagnement de la femme congolaise en particulier, mais de la femme en général, dans les sciences, technologies, engineering et maths. Et là, je citerai les biologistes, les chimistes, les architectes, les ingénieurs électroniciens, les ingénieurs dans les bâtiments et dans toutes les filières des sciences pures, la géologie. En fait, cette plateforme revalorise les contributions tant scientifiques que économique des femmes dans les sciences et technologies, parce que les sciences et technologies ne peuvent pas seulement rester au laboratoire. Elles doivent franchir les barrières de ces murs et venir répondre aux questions des sociétés. Cette logette intelligente sera disponible auprès des distributeurs dès le 18 septembre prochain. Selon les ventrices, en 2023, ce projet avait reçu l'approbation de la SNEL comme un produit qui apporte des solutions adaptées à l'environnement et au quotidien des Congolais. La patronne de l'exécutif central, Judith Suminwa, qui a consacré les piliers 4 du programme d'action de son gouvernement à l'accès aux services sociaux de base, dont l'électricité, encourage au plus haut point cette initiative qui intègre sa vision pour des innovations répondant aux problèmes de la population dans différents domaines. Et puisqu'on parle du courant électrique, sachez que plus rien ne marche entre le conseil d'administration et les agents et cadres de la Société nationale d'électricité. À la base, la correspondance du conseil d'administration au comité de gestion serait prétendu dégroupement de la société. La délégation syndicale a organisé mercredi une matinée ouverte à tous les agents et cadres pour décider sur la position de tous les travailleurs de la SNEL sur ce dossier. Un mémorandum a sanctionné cette journée. Dans ce document, les agents et cadres s'opposent à la décision du conseil d'administration. Reportage David Fidel Zolo-Kubanza et Djibril Panzo. Suivez. Qu'est-ce qui se passe à la Société nationale de l'électricité? La question est sur les lèvres des millions de Congolais, en commençant par certains agents de la SNEL. Pour lever tout équivoque, le président de la délégation syndicale nationale de cette entreprise du portefeuille a organisé cet échange de vérités. Objectif: expliquer à l'échantillon des milliers d'agents de la SNEL venus à cette rencontre les tenants et les aboutissants de ces dossiers, partis d'une correspondance du conseil d'administration adressée au comité de gestion sur un démembrement de la SNEL en 3 grandes branches. Comme on pouvait s'y attendre, cette façon de voir du conseil d'administration de la SNEL ne pouvait qu'énerver les agents et cadres de la SNEL qui vont jusqu'à demander au chef de l'État de déchoir les PCA, Luc Badibanga et tout son comité d'administration. Pour ces conseils, les informations véhiculées dans les réseaux sociaux sur une prétendue privatisation de la SNEL sont fausses. Ces conseils disent plutôt travailler avec toute responsabilité et assurent au bien-être des agents et cadres
SNEL, au développement de cet établissement à la satisfaction de la clientèle et des autorités du pays. Et dans un autre chapitre, le service des urgences des HG Hospital, les Diamants, suspendu par le gouvernement pour non-assistance à une patiente indigente. En effet, l'inspection générale à la santé a ouvert à ces sujets une enquête afin de déterminer les causes du décès de Madame Divine Kumasamba, qui, selon les témoins, avait été privée des soins dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre, faute de pouvoir verser la totalité d'une caution qualifiée exagérée de $5,000 américains malgré la compte qu'elle avait déjà versée. À en croire le secrétaire général au ministère de la Santé, pareille attitude est contraire au prescrit du partenariat liant cet établissement à la TITL. Rendons-nous à présent à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi, où plusieurs cas du paludisme ont été enregistrés dans différents centres de santé de la place. Les consultations liées à cette maladie ne cessent d'augmenter du jour au jour, surtout chez le moins âgé. Selon les professionnels de la santé contactés, cette situation est due à l'automédication observée chez certains parents. Les détails dans ce reportage que nous propose Elvis Seba. Depuis quelques semaines, les formations médicales de Gemena reçoivent quotidiennement un nombre croissant de patients atteints du paludisme, principalement des enfants à bas âge. Selon des témoignages recueillis dans certains centres de santé, plusieurs parents préfèrent d'abord soigner leurs enfants à domicile. Cette tendance à l'automédication, alimentée par la pauvreté, le manque d'informations et l'accessibilité des médicaments non contrôlés, complique la lutte contre le paludisme dans cette région. Comme le confirme le médecin Bibi Bolombo du centre de santé Notre-Dame, situé sur l'avenue Lumumba, dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame. Elle appelle cependant à une plus grande rigueur en matière d'hygiène environnementale. Ya liboso ezana esegi tozala la bopeto pembeni ya ndako zonga na biso ezala la matiti te bamanza zo tosalelaka ya tomate esegi to ya sardine sotole tobwakaka oma eteme na kati te tobwakaka yango esegi mpe bamama tolalisaka bala kobala mbotama kino mbula mitalo surtout mbula mitalo balalaka ase ya moustiquaire oyo eza mepre de sainticide. Face à la montée des cas du paludisme, les professionnels de la santé insistent sur la nécessité de sensibiliser la population à éviter l'automédication et à se faire consulter rapidement en cas de fièvre. Elle sollicite également aux autorités locales de renforcer les campagnes d'assainissement et de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour limiter la propagation de la maladie. À Punya, chef-lieu de la province de l'Ituri, l'éclairage public contribue à transformer petit à petit le visage de la ville grâce au projet d'installation des lampadaires soutenu par l'administration militaire sous état de siège. Les principales artères s'illuminent désormais jusqu'à tard dans la nuit. Une avancée saluée par la population qui y voit un gage de sécurité et de modernité. Jolie Palmer Sekouye pour le reportage. À Bunia, la nuit n'est pas synonyme de peur. Sur plusieurs artères principales, la lumière jaillit désormais du haut des nouveaux lampadaires solaires installés par l'administration militaire de l'Ituri. Un projet salué par les habitants qui y voient une réponse concrète aux problèmes d'insécurité et de mobilité nocturne. On a beaucoup d'États, nous manquons en Ituri, dans la ville de Bunia précisément, mais à travers les gouvernements de l'État de siège, on a eu ces lampadaires. On doit comprendre que nous sommes dans une nouvelle province. On doit avoir une nouvelle province avec une nouvelle mentalité et puis une nouvelle dimension de réflexion. Je circule en toute quiétude. Je sors de 14h à 23h pour exercer mes activités. Ce que le gouverneur a fait dépasse notre entendement. Je suis content parce que la ville maintenant est bien. L'appui du gouvernement pour la population, malgré on est en état de siège, la ville est en train d'être modernisée par notre gouvernement. Ces projets d'éclairage public s'inscrivent dans un vaste plan
plans d'embellissement et de sécurisation de la ville appuyés par l'état des sièges en vigueur dans la province. L'administration militaire entend ainsi restaurer l'autorité de l'État jusque dans les coins sombres, renforcer la sécurité urbaine et d'autre part stimuler l'économie nocturne. La population mérite un environnement sûr et moderne. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition des nouvelles. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.